On se retrouve aujourd'hui pour évoquer le contexte historique et culturel de Madame de Lafayette. Il est en effet important de savoir dans quelle époque vit l'auteur et dans quel milieu social, intellectuel et religieux elle évolue pour voir en quoi toutes ces caractéristiques ont pu marquer l'écriture de la princesse de Clèves. Abordons donc tout d'abord le contexte historique. Rappelons que la publication de la princesse de Clèves a eu lieu en 1678. À l'époque, c'est donc Louis XIV qui gouverne le royaume de France. Depuis 1661 et la disparition de Mazarin, il a en effet installé une véritable monarchie absolue, caractérisée par un exercice personnel du pouvoir très fort. La cour s'est alors installée à Versailles. Versailles, lieu certes de divertissement, de spectacles royaux majestueux, mais c'est aussi le lieu de l'étiquette, c'est-à-dire l'ensemble de règles codifiant le comportement des courtisans, totalement soumis à la volonté de Louis XIV. C'est également le lieu de rivalités cruelles. On est sans cesse sous le regard des autres et il y a des jeux de manigance perpétuels. Vous voyez donc ici une représentation de Louis XIV en costume de sacre par Hyacinthe Rigaud et la vue arrière du château de Versailles. Alors, certes, Madame de Lafayette évolue à la cour de Louis XIV, mais dans son roman, La princesse de Clèves, elle va opérer ce qu'on appelle une transposition historique. En effet, si on peut retrouver des traits de la cour de Louis XIV dans son roman, elle le fait en transposant son histoire au siècle des Valois. Alors, les Valois, ils ont commencé à régner dès le XIVe siècle, mais le roi qui va nous intéresser dans le roman de la princesse de Clèves, c'est Henri II, qui va régner de 1519 à 1559. Elle dresse ainsi, sans en avoir l'air, le portrait de la cour de Louis XIV, et elle évite les éventuelles critiques de ses contemporains qui pourraient lui reprocher de dresser un portrait acerbe de la cour de son époque. Vous avez ici une représentation d'Henri II. Alors, on peut aussi insister sur le fait que la princesse de Clèves va répondre vraiment à des attentes des lecteurs du XVIIe siècle et également s'inscrire, respecter les exigences du classicisme. Alors, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, les goûts des lecteurs en fait sont assez partagés. D'un côté, ils ont une véritable appétence pour les nouvelles historiques. Ils adorent les intrigues qui se déroulent dans un cadre réel, dans lequel ils peuvent reconnaître des grandes figures de l'histoire. Mais d'autre part, ils adorent aussi les romans précieux. Alors les romans précieux, eux, ne se situent pas la plupart du temps justement dans un cadre historique réel, mais plutôt dans un cadre pastoral, un peu idyllique et bucolique. Mais ce qui intéressait surtout les gens dans ces romans à l'époque, c'était les intrigues amoureuses qui mettaient en scène des personnages aux sentiments complexes et vraiment difficilement contrôlables. Et on retrouve bien ça dans La princesse de Clèves. Donc à la fois l'arrière-plan historique avec la cour des Valois, comme nous venons de le dire, et cette intrigue amoureuse et le déchirement de la passion que subissent les différents personnages. Sauf que dans La princesse de Clèves, il faut en être conscient, il y a une véritable analyse minutieuse des sentiments. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on considère La princesse de Clèves comme le premier roman psychologique français. Donc je vous l'ai dit, à l'époque, on est en plein classicisme. Le classicisme est un mouvement littéraire qui se caractérise notamment par des exigences de clarté, de mesure, de symétrie. Pensez juste un moment dans votre tête au jardin de Versailles, où vous voyez tous ces parterres justement symétriques, et vous avez un peu une idée de cette rigueur qu'impose le classicisme. Alors, qu'est-ce qui, dans La princesse de Clèves, répond à ces exigences? Eh bien, tout d'abord, son format court. Oui, je sais que vous allez me dire, Madame de Lafayette, avec La princesse de Clèves, Madame, c'est long, ça me tombe des mains. Eh bien, si je peux vous rassurer, nous avons évité le pire, puisqu'à la même époque, au XVIIe siècle, on avait ce qu'on appelait des romans fleuves, comme par exemple L'Astrée d'Honoré d'Urfé, qui fait à peu près 5400 pages, mais encore, c'est pas le pire. Vous auriez pu tomber sur Clélie ou l'histoire romaine, qui fait plus de 13 000 pages. Donc soyez contents d'avoir plutôt affaire à Madame de Lafayette plutôt qu'à Madame de Scudéry.
D'autre part, même s'il y a une galerie de personnages importants, mais ce sont plutôt des figurants dans l'histoire, l'intrigue principale va se concentrer autour de quelques personnages qui ont existé ou auraient pu exister au temps des Valois. Alors, pour les petits lecteurs, je vous rappelle que La Princesse de Clèves a été adaptée en BD. Donc, ça peut vous permettre d'entrer dans l'œuvre de manière différente. Et, grande chance pour vous, le CLI en dispose. Donc, n'hésitez pas à y courir pour demander l'ouvrage aux documentalistes. Alors, on retient donc au niveau de ce contexte historique 2 choses. Le roman de Madame de La Fayette va permettre une peinture indirecte de la cour de Louis XIV à travers le filtre historique de celle des Valois. Toutefois, que ce soit la cour des Valois ou la cour de Louis XIV, un point commun essentiel, c'est que ce sont des lieux où les apparences règnent, où l'hypocrisie domine, où les manigances sont perpétuelles. Et c'est ce qui va déclencher les multiples péripéties de la princesse de Clèves. Deuxième chose à retenir, c'est que malgré ce contexte historique, la princesse de Clèves va proposer une peinture universelle et atemporelle des sentiments humains. On passe à présent au contexte philosophique. 2 mots à retenir au niveau du contexte philosophique, le cartésianisme et le jansénisme. Alors, le cartésianisme, vous vous en doutez, ça vient du nom du philosophe René Descartes, qui était une principale figure du rationalisme de l'époque. Le rationalisme, c'est-à-dire que c'est la raison qui va être la plus importante. La raison qui va devoir abolir toutes les fausses croyances, tous les faux savoirs, mais aussi gouverner les passions. Et c'est notamment dans son ouvrage Le traité des passions de l'âme que Descartes insiste sur le fait que la raison va pouvoir vraiment gouverner les passions et permettre à l'homme de s'inscrire dans une joie véritable. Alors, peut-on dire que la princesse de Clèves est cartésienne? Oui, puisque dans ce roman, l'héroïne va faire le choix de la raison plutôt que de la passion. Donc ici, une représentation de Descartes, je vous rappelle ses dates, 1596-1650, et son traité des passions de l'âme. Alors, au niveau religieux, il y a un courant qui s'appelle le jansénisme. Ce jansénisme est en fait une voie très rigoureuse du christianisme. Ce mouvement va s'inspirer des textes de Saint Augustin. Saint Augustin qui est un auteur, vous voyez, très ancien puisqu'il a vécu de 354 à 430. Alors pourquoi d'un seul coup au XVIIe siècle on entend reparler de lui? Tout simplement parce qu'en 1640, on va avoir un évêque hollandais, Jansenius, qui va récapituler tous les principes de Saint Augustin. Alors, ce que vous devez retenir à propos du jansénisme, c'est que c'est un courant religieux très strict et qui va proposer une vision très pessimiste de l'existence. En effet, pour ce courant religieux, seule la grâce divine peut assurer le salut de l'homme. C'est-à-dire que l'homme serait marqué dès le départ par le péché originel. Et quelles que soient les actions qu'il puisse faire, quelles que soient les prières, quelles que soient les offrandes dont il est capable, rien ne peut le sauver, sauf s'il est élu de Dieu et qu'il bénéficie de cette grâce divine. À l'époque de Madame de La Fayette, on a beaucoup d'auteurs qui sont influencés par cette doctrine janséniste, comme Pascal, l'auteur des Pensées, La Rochefoucauld, proche ami de Madame de La Fayette et auteur des Maximes, et bien entendu notre dramaturge classique Jean Racine, qui dans de nombreuses pièces montre justement cette conception pessimiste de l'existence. Que peut-on dire de Madame de La Fayette? Eh bien, dans La Princesse de Clèves, elle va montrer elle aussi le désordre de la passion considérée vraiment comme une entité irrationnelle, dangereuse. Alors là, vous avez une représentation des Confessions de Saint Augustin, l'évêque Jansenius, Blaise Pascal, La Rochefoucauld et enfin Racine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux connaître le contexte historique et culturel de la princesse de Clèves. Il est important d'avoir en tête toutes ces notions afin d'analyser au mieux les textes que nous allons aborder durant l'année dans la princesse de Clèves. Tous ces éléments vous permettront aussi d'étoffer et de donner du poids à votre propos, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit dans une dissertation.
Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une autre vidéo.